I always had a glitter cup, and it was always filled to the rim with alcohol. I had started a spiral, and I couldn't catch up with myself. The biggest money mistakes, for some reason I thought of my first marriage. These pictures, that outfit, this woman, Jessica Simpson, people can't stop talking about it, saying she looks fat. Bonjour, bonsoir tout le monde et surtout bonne année, bonne santé. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année 2024. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, de bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir. Enfin bref, j'espère que vous avez bien clôturé cette année 2023. Et voilà, encore une nouvelle année, hein. Ça file à une vitesse alarmante, je trouve. Merci pour tous vos petits messages que j'ai reçus aussi bien sur Instagram que sur YouTube. Oui, j'ai donc pris un petit congé. En même temps, le dimanche 31 décembre, je me suis dit que personne n'allait être sur YouTube. Donc, je me suis permis de souffler un petit peu. Mais me revoilà avec une vidéo que pas mal d'entre vous m'a demandé depuis un petit moment concernant donc Jessica Simpson. Alors je ne vous cache pas que c'est quelqu'un que j'avais complètement perdu de vue et que j'ai revu là en traînant sur Instagram depuis quelques temps parce que pour moi elle avait disparu du paysage quoi. Non, elle a quand même fait pas mal de choses, mais là depuis environ un mois, on reparle d'elle parce que les fans s'inquiètent. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir tout ça ensemble. Mais déjà, commençons depuis le début. Jessica Ann Simpson, de son nom complet, est née le 10 juillet 1980 au Texas. Et après moult déménagements, sa famille a finalement déposé les bagages à Richardson. Alors Jessica n'est pas que chanteuse, hein, c'est également une styliste et aussi une actrice. Et elle est donc la grande sœur de Ashley Simpson, qui est également actrice et chanteuse. Très tôt, Jessica a commencé à chanter et elle a fait ses débuts dans les chœurs d'une église locale. Et c'est à l'âge de 12 ans qu'elle va auditionner pour le Mickey Mouse Club et elle va même intégrer le camp d'entraînement car oui, les auditions du Mickey Mouse Club n'ont pas eu lieu qu'en une seule fois, hein. Ils ont carrément eu un camp, un petit peu genre à la Starac quoi. Donc il y a eu des entraînements, tout ça, plusieurs auditions. Malheureusement, elle n'a pas été retenue. C'était trop stressant pour elle. Enfin, elle a quand même vu auditionner Christina Aguilera, Britney Spears, etc. Ils avaient une assurance qu'elle n'avait pas encore. Donc, elle a été complètement chamboulée, déboussolée. Elle a oublié certaines paroles. Donc, elle n'a pas été retenue. Et apparemment, notre cher Justin Timberlake aurait d'ailleurs fait une remarque juste après l'audition de Jessica en disant « Waouh, tu t'es bien plantée, c'est sympa ». Et des années plus tard, sachez que Jessica a eu un date avec Justin Timberlake. Elle était à ce moment-là divorcée. Ils se sont embrassés et juste après ça, Justin a dit « Attends, il faut que j'appelle Ryan Gosling parce qu'on avait fait un pari à l'époque, genre lequel de nous deux allait embrasser en premier. » Donc, elle prend des cours de chant, de théâtre et en 1994, on a Buster Soaries qui est un conférencier. Il va être invité à un camp religieux, là où chante Jessica. À ce moment-là, elle a 13 ans et quand il l'entend, il la signe immédiatement sur son label gospel qui s'appelle Proclaim Records. Elle va travailler sur son album pendant 3 ans. Malheureusement, ce label va faire faillite. Du coup, le père de Jessica, qui est également son manager, va emprunter 7500 $ à sa mère, donc la grand-mère de Jessica, afin de mixer et presser le disque. Et ainsi, la famille va le distribuer aux fans lors des tournées de gospel. Donc là, à ce moment-là, Jessica, elle chante pour des groupes chrétiens. Et c'est quand même intéressant de souligner qu'à cette époque-là, Jessica commençait déjà à être complexée par sa poitrine. Elle portait des brassières de sport, également des t-shirts larges pour cacher tout ça. Mais elle s'est quand même mangé des réflexions. On lui disait qu'elle était trop attirante pour chanter de la musique chrétienne parce que les garçons, du coup, la voyaient et la désiraient. Voilà, je pose ça là, mais c'est important pour la suite de l'histoire. Lors de ses années lycée, elle va intégrer la troupe de théâtre, mais elle va être aussi cheerleader. Octobre
96, Jessica est élue reine du bal lors de sa première année à Gigi Pierce à Richardson. Elle quitte le lycée avant sa dernière année afin de poursuivre sa carrière musicale, mais elle continuera ses études par correspondance. Et à l'été 97, on a donc son dadager, donc le manager, le père de Jessica, qui va embaucher un avocat new-yorkais spécialisé dans le divertissement afin qu'il lui trouve des auditions. Elle va donc partir pour New York. Elle va rencontrer 8 labels en 2 jours et elle va retenir l'attention de Columbia Records qui vont être impressionnés par sa voix et vont donc la faire chanter devant Tommy Mottola, le célèbre. Il va être charmé, du coup il va signer Jessica un contrat de 4 albums et il lui promet que son album sortira dans les 6 mois. Non, ça va prendre plus de 2 ans et entre-temps Tommy il va quand même lui dire le fond de sa pensée, il faut qu'elle perde 7 kilos. Apparemment, il était obsédé par les abdos de Janet Jackson et il répétait constamment à Jessica qu'il s'attendait à ce qu'elle ait les mêmes abdos. Donc elle va commencer à avoir une grosse pression sur les épaules pour maigrir et ça va donc l'amener à avoir des troubles du comportement alimentaire. J'ai commencé à entendre des voix quand j'étais seule la nuit, en attendant que mon somnifère fasse effet. Elle me disait « Fais plus d'abdos, tu as des grosses fesses ». J'ai commencé à prendre du Tylenol PM depuis l'âge de 12 ans pour m'aider à dormir. Puis ensuite, j'ai pris de l'Ambien, de l'alcool, des pilules pour maigrir et un stimulant. Voilà. Donc ça s'annonce bien pour la suite. Entre-temps, son père, donc en 98, Joe Simpson, lui, il va démissionner de son poste de pasteur à l'église pour se consacrer pleinement à sa carrière de manager pour Jessica. Et cette même année, en décembre, Jessica va faire la rencontre de Nick Lachey du célèbre groupe 98 Degrees. Et à ce propos, Nick déclare « Après notre rencontre, je me suis retrouvée à la chercher dans la foule toute la nuit. » Et c'est en mars 99 qu'elle va faire la première partie de la tournée de son groupe 98 Degrees. Et à ce propos, elle déclare à son tour « Après notre temps de prière, je me sentais un peu plus à l'aise. La principale chose dont j'avais peur, c'était de me faire huer. Je savais que les filles voulaient toutes les 88. J'avais aussi peur que les filles pensent que je sortais avec l'un des gars. Mais ce sera en juin 99, donc quelques mois après à peine, que Jessica et Nick vont commencer leur relation et elle quitte la tournée des 98 Degrees le 20 octobre 99. Et là, elle part en tournée cette fois-ci avec Ricky Martin. Et c'est en novembre que sort enfin son album Sweet Kisses, qui va avoir un succès mitigé, mais il va quand même être double platine. Et là, on va la présenter comme la fille qui veut rester vierge. Voilà, alors c'est la même chose qu'avec Britney Spears. Encore une fois, là, c'est la même époque, elles sont toutes de la même génération. Le souci, c'est que pourquoi elle n'a pas eu le même succès que Christina ou Britney? Non, c'était pas un problème de voix, c'était un problème de timing. C'est que comme elle l'explique elle-même, quand elle a vu Britney Spears sortir son album avec Baby One More Time, puis Christina avec Jenny in a Bottle, elle se disait mais alors et moi. L'album qu'elle avait préparé avec Tommy devait sortir beaucoup plus tôt, mais ça a pris beaucoup plus de temps. Dieu seul sait pourquoi. Tommy voulait la vendre au public avec une image différente et tout. Donc en fait, il a un peu raté le coche. S'il avait bossé un peu plus vite et qu'elle était sortie plus tôt, peut-être qu'elle aurait pu couper l'herbe sous le pied de Britney ou Christina. Bon, de toute façon, ça, on ne le saura jamais. Mais ouais, je pense que le timing n'a pas été en sa faveur. Donc voilà, elle est sortie après que les autres soient sortis. Bon, donc l'image qu'on vend, un modèle chrétien pour les jeunes filles. Elle est vierge, elle compte le rester jusqu'au mariage. Et là, on arrive au 25 décembre 99. Pour Noël, Joe Simpson, donc papa Jessica, achète à sa fille une bague de fiançailles qui représente son vœu d'abstinence jusqu'au mariage. Donc, on poursuit en 2000, début d'année. Jessica et Nick enregistrent un duo qui s'appelle Where You Are. Tout le monde les adore, c'est le couple phare du moment. Et on arrive en mars. Jessica déclare à Teen People qu'elle a promis à Dieu, à son père et à son futur mari de rester vierge jusqu'à son mariage. Alors là, les fans se sont excités. Elle a reçu énormément de courriers, mais elle dit qu'elle était très sincère et sérieuse à ce sujet.
sujet, même lorsqu'elle a commencé à sortir avec Nick. Donc non, il se passe rien niveau physique entre eux. Pourtant, lui, il représente un sexe symbole, hein, boys band, etc. Et beaucoup plus tard, quand elle écrira ses mémoires, elle va confesser que les médias harcelaient Nick à ce propos, sur le fait d'attendre jusqu'au mariage pour avoir des relations intimes avec Jessica. D'autant plus qu'il est plus âgé qu'elle. Ils ont, je crois, 7-8 ans d'écart. Donc voilà, tout ça c'est bien beau, mais à un moment donné, ça peut pas durer comme ça éternellement. Donc, afin de ne pas avoir un public restreint et d'élargir ses horizons, Jessica va commencer à changer de look, adopter un look un peu plus sexy. Donc tout ça c'est cautionné par Columbia Records bien sûr. Et cette nouvelle image va coïncider avec la sortie d'un nouvel album qui s'appelle Irresistible. Elle va faire aussi la couverture de Teen Style, également de Teen Vogue avec Nick Lachey. C'est le tout premier numéro en plus de Teen Vogue. Elle fait aussi la couverture du fameux FHM. Elle va même déclarer dans cette interview « Je n'ai pas honte de mon corps et je n'ai pas peur de le montrer. Je le fais juste avec goût. J'ai 20 ans, je veux montrer mon corps. Ce n'est pas grave parce que Dieu m'a donné mon corps et j'en suis fière. J'ai travaillé dur pour cela. » Oh, alors il y a une des fans de Jessica qui tenait un site web, elle va le fermer car selon elle, Jessica ne tient pas ses promesses. Sa carrière a radicalement changé. Ce qui était autrefois un paradigme chrétien avec de grands espoirs de succès dans l'industrie musicale a réussi en très peu de temps à raccrocher ses armes, à enfiler ses t-shirts et à aller se faire bronzer pour vendre plus de disques et devenir le type exact de marionnette dont les médias font la promotion. Voilà ce que déclarait cette fan très énervée. Bon bah c'est pas grave parce qu'en mars 2001, il y a Redken, la fameuse marque capillaire, qui va embaucher Jessica pour une nouvelle campagne publicitaire. Et c'est quand même intéressant de noter que c'est la première fois que cette entreprise fait appel à une célébrité depuis 40 ans d'existence. Et voici ce qu'il déclarait: « Nous devions choisir quelqu'un qui représentait bien la marque. Jessica correspond à cette image et elle a également une éthique morale et des valeurs qu'elle n'a pas peur de défendre. » Donc beau soutien quand même. Mais ce qui fait également la une à ce moment-là, c'est sa séparation avec Nick Lachey. Alors à ce propos, elle va déclarer: « Je n'arrêtais pas de réaliser que je ne pouvais pas devenir celle que je voulais devenir. Je ne pouvais pas être indépendante en dépendant de lui. » Donc la rumeur qui va très vite circuler, c'est qu'en fait Jessica a privilégié sa carrière à sa relation. Donc là ça fait 2 ans et demi qu'ils sont ensemble. Bon bah c'est fini pour l'instant. Été 2001, elle part en tournée avec TRL, Total Request Live, mais elle va abandonner cette tournée en août 2001 pour faire sa propre tournée, le Dream Chaser Tour. Elle est nominée aux Teen Choice Awards comme meilleure artiste féminine de l'année pour 2001, mais elle perd ce titre face à Britney Spears. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à faire des confessions dans la presse par rapport à son poids. Elle dit qu'elle a pas trop confiance en elle, qu'elle a une faible estime de soi et qu'elle est en lutte permanente contre son poids. Bon, à ce moment-là, donc on est en septembre 2001, vous savez ce qui va se passer, ce qui va ébranler toute l'Amérique. Eh bien, ça va un petit peu réveiller Jessica. Du coup, elle va renouer avec Nick après cette catastrophe donc de septembre 2001 en disant qu'elle ne se voyait pas rester loin de Nick pour le reste de sa vie. Donc, ils se remettent ensemble et le mois suivant, elle fait partie de la campagne publicitaire de Body Total Fitness. Et en février 2002, Jessica et Nick se fiancent pour se marier le 26 octobre de la même année à Austin au Texas sans avoir signé de contrat de mariage. Alors, selon certains, c'était une volonté de papa Simpson qu'il n'y ait pas de contrat de mariage parce que Nick gagnait plus d'argent que Jessica. Donc s'il y avait un divorce, bon, c'est Jessica qui serait gagnante, sauf que ça va pas se passer comme ça au final, vous verrez. Donc pas de contrat de mariage. On arrive au 19 août 2003. Là, il y a son 3e album qui sort, In the Skin. Et au même moment sort la télé-réalité de Jessica et Nick qui va devenir culte aux States, Newlyweds, Nick and Jessica. Alors au départ, cette idée d'émission, elle était pour Michael Jackson et Lisa Marie Presley, mais non, ça les intéressait pas. Mais Joe Simpson a flairé le truc avec ce concept, donc il a pris contact avec MTV pour que ce soit sa fille et Nick qui fassent cette émission. Donc bon, le concept, voilà, hein, c'est une télé-réalité, donc on les filme H24, on voit comment un jeune couple débute leur mariage, leur relation en habitant ensemble pour la première fois. Ça va être très 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 suivi, hein. Ils vont vraiment devenir
les Brangelina de l'époque, pour vous donner une idée, même si maintenant Brangelina ça veut plus rien dire, ça les a vraiment propulsés encore à une autre échelle de célébrité, et les rôles étaient quand même assez bien définis, hein. Nick comme étant le responsable, le plus mature, etc. Et Jessica de l'autre côté, jeune, volatile, un petit peu voilà. Et l'émission va donc durer 3 saisons. En mai 2004, Jessica donne un concert caritatif au profit de la Skincare Foundation, et là on va faire quand même une petite parenthèse côté philanthropie, parce qu'elle est quand même assez investie, Jessica. Elle va être l'une des ambassadrices de Soulful Souls. J'en ai déjà parlé de ça à plusieurs célébrités qui le font, c'est des signatures en fait sur des chaussures qui sont après vendues, et c'est pour récolter des fonds pour les communautés pauvres des États-Unis. Elle supporte également Either Foundation et également la fondation Make-A-Wish qui réalise les souhaits des enfants malades. Donc voilà, petite parenthèse parmi toutes les choses, les bonnes actions que fait Jessica. Donc en novembre 2004, elle sort un premier album de Noël qui s'appelle Rejoice the Christmas Album, où on peut retrouver d'ailleurs un duo avec sa sœur Ashley qui s'appelle Little Drummer Boy, et même un duo avec son mari Nick, Baby It's Cold Outside. Et cette même année, elle va aussi créer la Jessica Simpson Dessert by Jessica Simpson, qui est une marque de beauté. Donc on peut retrouver plusieurs produits tels que des parfums, également des rouges à lèvres. Et elle va également sortir encore une autre ligne qu'elle va baptiser Dessert Treats, qui là sera destinée à un public plus jeune. Et elle ne va pas s'arrêter là, elle va également créer avec le styliste Kev Paves une ligne pour des produits capillaires, avant de sortir une ligne de vêtements qui va s'appeler Jessica Simpson Collection, et qui vend également des chaussures et des sacs à main. Donc elle commence un sacré business, année 2004-2005, mais elle va également signer un contrat publicitaire pour la marque de bonbons Icebreakers en compagnie de sa sœur Ashley Simpson, et on va même la retrouver au cinéma pendant l'été 2005. Ce sera dans le film Shérif, fais-moi peur. Elle interprète Daisy Duke aux côtés d'un certain Johnny Knoxville. Elle va même chanter pour la bande originale de ce film, These Boots Are Made for Walking. Ça va être un gros succès. Elle va même remporter un People Choice Awards, mais il y a eu des petits soucis avec le clip qui a été censuré. Juillet 2005, commence à émerger des rumeurs sur une éventuelle séparation entre Jessica et Nick. Il y avait déjà des rumeurs qui commençaient à circuler, qui disaient que Jessica avait eu une relation avec justement son partenaire de Shérif, fais-moi peur, donc Johnny Knoxville, bien que tous deux aient nié ces affirmations. Mais dans ses mémoires de 2020, Jessica a confessé avoir eu une liaison émotionnelle avec Johnny. Et voilà donc ce qu'elle dit: je pouvais partager mes pensées authentiques les plus profondes avec Johnny, et il n'a pas levé les yeux au ciel. En fait, il aimait que je sois intelligente et que j'accepte mes vulnérabilités. Il croyait en moi et me faisait sentir que je pouvais tout faire. Donc apparemment, ils ont échangé des courriers après le tournage, mais en tout cas physiquement, il n'y a rien eu. Donc elle n'a pas trompé techniquement Nick. Côté boulot, elle va représenter le produit Proactive Solution contre l'acné. Et concernant l'émission avec Nick, Newlyweds, eh bien cette émission remporte un People's Choice Awards, mais l'émission s'arrête peu de temps après. Et là, novembre 2005, c'est confirmé ce que tout le monde soupçonnait. Jessica et Nick se séparent. Donc ils ont sorti un communiqué commun. Après 3 ans de mariage et après mûre réflexion, nous avons décidé de nous séparer. C'est la décision mutuelle de 2 personnes qui se respectent et s'admirent énormément. Nous espérons que vous respecterez notre vie privée pendant cette période difficile. Alors, à ce qui paraît, Nick ne voulait pas se séparer de Jessica. Il aurait fait pas mal de tentatives pour la reconquérir. Son nouvel album à Nick, apparemment toutes les chansons parlaient d'elle, et ils auraient du coup recouché ensemble. Donc voilà ce que dit Jessica dans ses mémoires, bien plus tard. « J'étais engourdie, je me sentais vide, manipulée dans un fantasme de vengeance, mais je m'étais mise dans cette situation. Je ne connaissais aucun autre moyen d'améliorer les choses, alors j'ai couché avec lui. » En 2006, on va la voir dans une campagne qu'elle fera d'ailleurs plusieurs fois. C'est avec la marque Pizza Hut. Cette publicité va être diffusée lors du Super Bowl. Ça n'est pas rien, mais le 16 décembre 2005, Jessica demande le divorce d'avec Nick en citant des différences irréconciliables. Elle a demandé que Nick ne reçoive pas de pension alimentaire, et Nick, de son côté, il va déclarer quelques mois plus tard avoir été aveuglé
par son divorce avec Jessica. Je vais vous raconter comment j'ai su que mon mariage était terminé. On me l'a dit. Voilà, apparemment, on ne lui a pas dit frontalement. Et par rapport à cette émission de télé-réalité, voilà ce qu'il en pense. Jessica et moi avons commencé à jouer ces rôles, même lorsque nous étions seuls. C'est devenu une ligne vraiment floue. On se demandait quelle était réellement notre réalité. Alors, oui, parce que ça, on en a parlé quand même pendant un petit moment. Il y a deux points de vue. Certains trouvent que Nick, dans la télé-réalité, la Newlyweds, il était souvent quand même enclin à descendre un peu Jessica. C'est vrai que des fois, elle avait des réflexions, on se rappelle tous du thon au poulet, par exemple. On avait l'impression qu'il y avait un peu un courant d'air parfois dans le cerveau de Jessica, et Nick restait un peu extatique face à ça. Bon, voilà, pour certains, Jessica n'était pas une grande lumière. Et Nick supportait tout ça, quoi. Donc c'était lui, en fait, qui tenait le couple à bout de bras. Et il la descendait souvent, nanana. D'autres voient la chose d'une autre façon, en disant que c'est du spectacle, c'est de la télé-réalité. Effectivement, ils ont eu des rôles attribués, donc peut-être que Jessica jouait un peu la cruche. Elle était beaucoup plus jeune que lui, donc elle était un petit peu enfermée dans ce personnage. Donc peut-être qu'elle sortait parfois des boulettes, histoire de jouer le jeu, mais qu'elle n'était pas forcément idiote. Mais certains ont quand même relevé des moments où Jessica n'était pas non plus forcément très cool avec Nick, notamment quand il lui chantait des chansons pour elle. Elle n'avait pas l'air hyper enjouée, quoi. Elle aimait pas, et elle lui faisait bien sentir qu'elle aimait pas. Lui, du coup, on voyait qu'après, il était vexé, nanana. Bref, franchement, ça dépend des morceaux qu'on regarde, en fait. Il y a des scènes où, effectivement, on va avoir de la peine pour Jessica, d'autres scènes où on va avoir de la peine pour Nick. Donc là, chacun voit l'émission comme il veut, chacun en déduit ce qu'il veut. Moi, perso, j'ai rien à dire, hein, je ne pense rien. Bon, en tout cas, le divorce va être finalisé le 30 juin 2006. Et donc, le contrat de mariage que personne n'a jamais signé, là, avec tous les business que Jessica a sortis, plus le gros succès de Chérie, fais-moi peur, etc., et finalement, elle s'est retrouvée à gagner beaucoup plus d'argent que Nick. Donc elle a dû payer. D'après des sources, elle aurait donné 12 millions de dollars à Nick lors du divorce. Ça fait mal. Elle va sortir un 4e album en 2006 qui s'appelle A Public Affair. Et elle change de label, hein. Là c'est sous le label Epic Records. Et la même année, elle va faire des confessions en octobre 2006 sur la fin de son mariage avec Nick. Donc elle dit qu'elle se souvient d'un voyage qu'elle et Nick étaient censés faire au Kenya avec l'organisation à but non lucratif Operation Smile. Et Nick, en fait, s'est retiré du voyage. Donc elle dit: j'y suis allée pour notre 3e anniversaire de mariage. Il est resté à la maison. Ce jour-là, tout est devenu très clair. J'étais à l'hôpital avec tous ces enfants malades. Je savais juste que je devais trouver quelque chose de plus dans ma vie, par moi-même. Fin de citation. Novembre 2010. Nick Lachey se fiance à Vanessa Minnillo. Est-ce que Jessica le prend bien? Oui et non, parce qu'en fait, il avait commencé à fréquenter Vanessa peu de temps après sa séparation avec Jessica, et elle s'était permise de dire que, en gros, waouh, il s'en était très vite remis, lui qui justement voulait absolument la récupérer. Alors ça aussi, certains l'ont mal pris en disant: mais cocotte, tu voulais plus de lui, donc il refait sa vie. D'autres disent: ah oui, effectivement, il a pas perdu de temps. Bref, encore une fois, tout le monde est allé de son petit commentaire. Il n'empêche qu'après, voilà, les choses ont fini par s'apaiser. Chacun a fait sa vie de son côté et basta. Mais en septembre 2015, elle fait une interview et on lui demande quelle a été sa plus grosse erreur financière, et elle dit: mon mariage. Et oui, ça lui a coûté 12 millions. Donc pour rappel, sa société, elle vaut $1 milliard. Donc elle a percé dans la mode, elle est prospère, elle est là, tout va très bien pour elle. Et elle va reparler de tout ça dans ses mémoires en 2020, où elle dit: je me souviens d'avoir tourné la dernière saison de Newlyweds, me sentant méconnue et réalisant que mon mariage était terminé. Nick était mon premier amour. Nous avons été écrasés par les médias et par nous-mêmes. Nous comptons beaucoup l'un pour l'autre et nous le ferons toujours. Je veux être très respectueuse parce que je l'ai épousé pour une raison et nous avons été ensemble pendant 7 ans pour une raison. Il a une famille maintenant et je ne dirai jamais rien qui puisse manquer de respect à cela. Et Nick, quand on lui a demandé, là il n'y a pas très longtemps, en 2020, s'il comptait lire les mémoires de Jessica, voilà ce qu'il a répondu. Voici le problème. Évidemment, je savais que le livre allait sortir, mais j'ai vécu le livre. Je connais la vérité
donc je n'ai pas besoin de la lire ou de lire la version d'une histoire de quelqu'un. Je la connais, je l'ai vécue, donc non, je ne le lirai pas. Donc voilà, au fil des années, tout ce qui a été dit petit à petit sur ce divorce, sur ce mariage. Maintenant, retournons donc là où on s'était arrêté. 2006, elle va tourner un nouveau film qui s'appelle Employé modèle aux côtés de Dane Cook, qui va pas mal marcher d'ailleurs au box-office. Et côté cœur, elle va sortir avec John Mayer. Et ça sera donc de août 2006 à mai 2007, ce qui est pas très long, hein, mais ça va être suffisant pour que John fasse des commentaires, mon Dieu. Alors voilà ce qu'il va déclarer. Ah bah il va déclarer beaucoup de choses, il va parler de sa vie intime avec Jessica. Alors Jessica, c'était comme une drogue, et les drogues, ce n'est pas bon, surtout si vous en prenez beaucoup. Oui, cette fille était comme du crack pour moi. Intimement, c'était de la folie. C'est tout ce que je dirais. C'était comme du napalm. Ne vous êtes-vous jamais dit, j'ai envie de tout quitter pour juste coucher avec toi? Même si tu me faisais payer 10 000 $ pour être intime avec toi, hein, on va dire, je vendrais tout ce que j'ai pour pouvoir continuer à être intime avec toi. Voilà, désolée, je suis obligée de tout censurer là, tellement que c'était fin, délicat, poète. Alors, je ne sais pas si on doit rire ou pleurer, parce que en soi, c'est un compliment. Mais, franchement, déballer ça comme ça dans les médias, oh la classe quoi. Bref. Gave away my game. I'm like the good girl, and then the bad girl sometimes. I'm like, that's like my game. Maybe in his mind, he was thinking he was giving me a compliment, but he wasn't. Bon, dans ses mémoires, Jessica répond, hein, quelques années plus tard donc. Tout d'abord, si l'un de mes ex de ma vingtaine écrivait quelque chose, je me rends compte que je ne serais pas sous un bon jour. Comme beaucoup de gens à cet âge-là, j'étais émotionnellement instable, immature, et je pensais que quelqu'un qui se battait avec moi signifiait qu'il se souciait vraiment de moi. Donc apparemment, selon certaines sources, John et Jessica étaient un peu pareils, mais c'est allé très loin, à tel point que Jessica s'était rendu compte que John rompait systématiquement avec elle, pour après revenir parce qu'il était accro au cycle émotionnel, et ça l'aidait à écrire ses chansons. Bon, relation toxique au plus haut point quoi, heureusement que ça n'a pas duré très longtemps, mais quand même, à ce qui paraît, il aurait rompu 9 fois avec elle, dont 8 par email. Bon, une fois que ça a été fini, elle s'est mise avec un autre homme qui s'appelle Tony Romo. Et qu'est-ce qu'a fait John Mayer? Eh ben, il s'est lié d'amitié avec les parents de Jessica. Il allait traîner chez eux, jouer de la guitare, en disant combien il aimait Jessica. Il lui a dit à plusieurs reprises à quel point il était obsédé par elle. Et quand elle a rompu avec Tony Romo, elle était apparemment sur le point de donner une autre chance à John, mais elle a découvert qu'il couchait avec une autre de ses ex en même temps. Donc bon, voilà, c'était terminé, hein, et ça s'est pas terminé en bons termes. Donc voilà, fin de l'histoire. Next, en 2007, on a le père de Jessica qui annonce au magazine People que sa fille va bientôt enregistrer un album, mais alors rien à voir avec les autres, là ce sera un album country. Et la même année, elle renoue encore avec Pizza Hut, donc cette fois-ci c'est pour la New Buffalo Chicken Pizza. On la voit avec sa sœur d'ailleurs, Ashley, pour cette troisième publicité, hein, maintenant avec Pizza Hut. Et elle est également dans un film qui s'appelle Blonde Ambition, aux côtés de Luke Wilson, mais qui malheureusement fait un bide. Alors l'album country, il sort l'année suivante, hein, Do You Know, donc en septembre 2008. Il va bien débuter à la première place du Billboard Top Country Album. Elle va même se produire dans des festivals de country, mais elle va se faire huer par la foule. Les critiques de son album sont très négatives, mais elle va répondre aux critiques en disant « Je ne sais pas quelles impressions vous avez sur moi ou quel tabloïd vous avez acheté, mais je veux seulement que vous sachiez que je ne suis qu'une fille originaire du Texas. Je suis comme vous, je fais ce que j'aime. » Donc voilà, cet album n'a pas été très bien accueilli, mais c'est pas grave, elle a son bon business à côté, donc elle va sortir un parfum qui s'appelle Fancy, qui va très bien marcher, donc elle va sortir toute une gamme. Fancy Love, Fancy Nights et I Fancy You. Et on arrive donc en 2009. Oula. Alors là, ça va se passer sur la chaîne Fox Sports, qui diffuse donc des matchs de la NFL, et pendant l'un des matchs, il va y avoir une publicité sponsorisée par Burger King qui va être diffusée. Alors la vidéo dure environ 1 minute, donc on voit plusieurs joueurs des Dallas Cowboys, ainsi que l'entraîneur Wade Phillips.
Ils sont représentés sous forme de cartoon et ils font des blagues plus que douteuses à propos du poids de Jessica Simpson. Alors les trucs graveleux qu'on peut entendre, hein, on pourrait l'utiliser comme plaqueur défensif. Je n'arrive toujours pas à croire que Tony Romo soit sorti avec Jessica, surtout après qu'elle a explosé. C'est très fin, très délicat, surtout qu'elle s'était fait bien lyncher par la presse lors d'un concert qu'elle a donné. Elle était en jean, mais les jeans taille haute, avec une ceinture, un débardeur. Elle a pris quelques kilos par rapport à avant, où elle était vraiment très mince, mais elle est encore mince. Eh bien, tout le monde a dit qu'elle était grosse. Voilà, donc elle s'est fait traiter de grosse par tout le monde. Et bon, bah voilà, hein, du coup, pourquoi ils ont fait ça? Enfin, pourquoi? Il n'y a pas de raison de faire un truc pareil, on est d'accord. Mais voilà un petit peu, ça commence le body shaming autour de Jessica. Il n'empêche qu'il y a quand même des gens intelligents, Dieu merci, qui ont très mal réagi face à tout ça. Ça a créé une polémique aux States, donc la Fox a dû faire son mea culpa, ou plutôt, elle a mis en cause un manque d'attention sur l'humour douteux de la pub pour finalement s'excuser auprès de quiconque a pu en être offensé. Et la compagnie Burger King a tenu à préciser que la pub en question n'avait été ni développée ni diffusée par elle ou par l'une de ses agences. En gros, on se refile le bébé, quoi. On se refile la bombe, on veut pas qu'elle nous explose dessus. Qui va ouvrir sa bouche? Franchement, vous m'avez demandé une vidéo sur lui, je vais la faire et je vous préviens, je vais vraiment être neutre en faisant la vidéo sur lui. Mais plus je vois des choses avec ce type, plus je me dis mais il a un gros problème quoi. On parle d'Eminem. Il va en rajouter une couche sur le poids de Jessica Simpson dans une interview qu'il va accorder à Metro Times parce qu'il va faire un clip où il va embaucher Trisha Paytas, qui est donc une youtubeuse très célèbre hein, américaine. Elle a des formes et il l'embauche donc dans son clip pour être Jessica. Elle est habillée en Daisy Duke. Sauf que c'est complètement grotesque la mise en scène. C'est carrément une moquerie. Et voilà ce qu'il dit. Au départ, on avait prévu de faire apparaître une fille mince ressemblant à Jessica Simpson dans notre clip. Puis quand on s'est mis à tourner la vidéo, la polémique sur sa prise de poids a commencé à enfler. Alors on a choisi de la montrer grosse. Mes clips ne font que raconter ce qui se passe à un moment donné dans la pop culture. Donc voilà, We Made You, clip pop culture. Bon, on arrive en janvier 2009. Elle va être à nouveau dans un film qui s'appelle Blonde et dangereuse. Malheureusement, c'est encore un échec. Mais c'est pas grave parce qu'elle lance sa marque de chaussures Jessica Simpson Collection, marque qui sera distribuée dans les magasins Macy's, c'est pas rien. Elle devient la première célébrité de l'histoire à dépasser le $1 milliard de ventes annuelles. Oui. Comme je vous disais, même si musicalement c'est pas ça, côté business, mode, stylisme, tout ça, elle gère. Voilà, très bien. Et elle va créer une émission de télé-réalité qui s'appelle The Price of Beauty, qui sera diffusée à partir de 2010 sur VH1 et on a pu la retrouver en France. Ça s'appelait Jessica Simpson découvre le monde. En mai 2010, elle va se mettre en couple avec un joueur de football, Eric Johnson. Ils vont même se fiancer la même année en novembre et je peux déjà vous dire qu'ils sont encore ensemble. Et au même moment, elle sort une compilation qui s'appelle Playlist The Very Best of Jessica Simpson. En 2011, elle lance une ligne de cosmétiques qui s'appelle Beauty Mint et elle va encore continuer dans la télé-réalité, c'est pour Fashion Star et là, elle va être enceinte de son premier enfant. Du coup, elle signe un contrat avec Weight Watchers afin de perdre du poids après la naissance de son premier enfant. Donc elle va suivre le régime Weight Watchers et perdre 32 kilos qu'elle avait pris pendant sa grossesse. Et bah du coup, tant qu'à faire, elle sort une ligne de vêtements pour femmes enceintes, ainsi qu'un parfum inspiré de sa maternité qui s'appelle Vintage Bloom. Bon, malheureusement, malgré toutes ces bonnes nouvelles, les parents de Jessica divorcent après plus de 30 ans de mariage. Ils n'ont pas choisi le meilleur moment pour lui annoncer juste avant qu'elle accouche. Donc ça a été un choc. Et à partir de là, va naître pas mal de rumeurs sur l'homosexualité de son père. Franchement, on ne sait pas. Apparemment, pour le mariage de Jessica, il avait demandé un +1, donc s'il pouvait ramener quelqu'un, c'était un homme. Bref, tout le monde spécule que son père soit gay. Franchement, on s'en fout, quoi. De toute façon, Jessica n'a jamais voulu se prononcer là-dessus quand on lui a demandé.
Elle a dit « ça n'est pas mon histoire à raconter ». Mais donc voilà, elle accouche dans ces circonstances, donc ses parents divorcent, de son premier enfant, Maxwell Drew Johnson, qui va naître le 1er mai 2012. L'année suivante, en mars 2013, elle est à nouveau mentor dans le programme Fashion Star et elle renouvelle cette même année son contrat avec Weight Watchers pour plusieurs publicités car elle est de nouveau enceinte et elle va accoucher le 30 juin 2013 d'un petit bébé qui s'appelle Ace Newt Johnson. 2014, rebelote à nouveau, elle signe avec Weight Watchers pour 3 publicités et elle va également lancer une ligne de linge de maison ainsi que de décoration d'intérieur et elle sort aussi dans la foulée un nouveau parfum qui s'appelle tout simplement Jessica Simpson. Sa marque dépasse une nouvelle fois le $1 milliard de bénéfices pour l'année 2014. Belle année du coup, le couple se marie enfin le 5 juillet 2014. À chaque fois, les noces étaient reportées parce qu'à chaque fois, elle était enceinte et tout. Donc voilà, c'était décalé. Bon là, ça y est, ils sont enfin mariés. Et au cours de sa 3e grossesse, elle va prendre 45 kilos qui vont faire énormément parler. C'est hallucinant quand même quand j'ai vu toutes les vidéos qui parlaient de ça. Enfin, on aurait dit qu'on parlait d'une catastrophe naturelle qui avait eu lieu dans je ne sais quel pays. Le poids de Jessica, les 45 kilos, enfin, tout le monde a eu son mot à dire sur ça. Je trouve ça quand même assez hallucinant. D'ailleurs, tout le monde va tellement en parler que elle va très très mal le vivre. Et pourtant, elle se défend. Hein. Elle dit oui, j'ai pris 45 kilos, mais c'est génétique. Dans ma famille, nous prenons toutes beaucoup de poids enceinte. Bon, elle va donc accoucher le 19 mars 2019 d'une petite fille, Birdie Mae Johnson. Et c'est donc le 4 février 2020, l'année suivante, qu'elle publie ses mémoires qui s'appellent Open Book, qui va être en tête des ventes aux États-Unis. Et on va donc apprendre pas mal de choses sur son père, donc ce fameux Joe Simpson. Ça n'a pas toujours été très très évident. Apparemment, monsieur faisait des demandes de diva en tant que manager. Il blâmait Jessica, il considérait son argent, Jessica, comme étant le sien. Il a dit qu'elle l'avait inspiré à quitter sa mère. Et lors d'une dispute qu'il a eue avec Jessica, il l'aurait traité de capote trouée. Et donc en 2012, elle l'a licencié de son poste de manager. Elle ne lui a pas parlé pendant 5 ans, mais depuis, voilà, ils essayent de travailler sur leur relation. Et elle va faire d'autres révélations très sordides. Elle aurait été touchée à partir de l'âge de 6 ans. Et ça aurait duré 6 ans, jusqu'à ses 12 ans. Alors voilà ce qu'elle déclare. « Mon père est pasteur. On me disait qu'il fallait que je reste vierge jusqu'au mariage, donc je n'aurais jamais pu partager cette expérience avec qui que ce soit parce que je ne voulais blesser personne. C'est arrivé quand j'ai partagé le lit de la fille d'un ami de ma famille. Ça a commencé par des chatouilles dans le dos avant de se transformer en des choses qui étaient très inconfortables. Je voulais le dire à mes parents, j'étais la victime, mais en un sens, je me sentais fautive. » Donc ça l'a traumatisée pendant des années et c'est quand elle a eu 12 ans qu'elle a enfin eu la force de le dire à ses parents. Et elle dit qu'après l'annonce, sa mère a donné une tape sur le bras de son mari en disant « Je t'avais dit qu'il se passait quelque chose. » Mon père a gardé les yeux rivés sur la route et n'a rien dit. Nous n'avons plus jamais séjourné dans la maison des amis de mes parents et n'avons jamais discuté de ce que je leur avais dit. I told her in the moment, like, you know, I know that you have a lot to deal with, and I told her that I think that she should probably talk to someone and find a way to understand those moments and to forgive those moments and to heal from those moments. And I just want you to know that I forgive you. Alors elle dit que cet événement traumatisant, ça a contribué à son mal-être et que la pression qu'elle a eue par rapport à sa carrière, tout ça, ça l'a menée à abuser de l'alcool ainsi que des substances. Une façon pour elle de gérer ses douleurs émotionnelles. Je me tuais avec tout cet alcool et toutes ces pilules. J'avais besoin que ça s'arrête. Donc elle a eu une longue descente aux enfers jusqu'en 2017. En fait, c'était l'apothéose, quoi. Il y avait une fête d'Halloween qui était organisée. Ce fut un long et dur chemin pour m'accepter complètement et intégrer les traumatismes par lesquels je suis passée. Je me suis servi de ma douleur pour la transformer en quelque chose de beau et j'espère d'inspirant pour les autres. À 37 ans, je pensais que j'étais trop jeune pour écrire mes mémoires. Quand j'ai commencé à aller profondément dans la douleur que je ressentais, j'ai réalisé que j'avais touché le fond. Et donc, par rapport à cet épisode d'Halloween, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, elle était avec son mari. Ils emmenaient leur enfant à l'école. Il était 7h30 du matin et elle avait déjà bu un verre. Donc, quand elle est rentrée à la maison et qu'elle a commencé à préparer la soirée d'Halloween,
qu'elle tenait donc le soir même, et ben là, elle a décroché en fait. Quand son mari lui a demandé s'il pouvait l'aider à habiller les enfants, elle a réalisé qu'elle en était incapable. J'étais terrifiée de les laisser me voir dans cet état-là. J'ai honte de dire que je ne sais pas comment ils ont mis leur costume cette nuit-là. J'ai pris un puissant sédatif pour m'aider à dormir, l'Ambien. J'ai dormi, j'étais trop effrayée de les voir. Effrayée de les avoir laissés tomber, je me suis cachée jusqu'à ce qu'ils partent, puis j'ai bu. C'est là que plusieurs de mes amis sont venus à mon chevet et que je me suis rendu compte que je devais changer. Je leur ai dit je dois arrêter, quelque chose doit s'arrêter. Et si c'est l'alcool qui fait ça et empire les choses, alors j'arrête. Donc elle s'est entourée d'une armée de docteurs afin de suivre des thérapies pour décrocher de tout ça. Et d'ailleurs par rapport à ça, l'année suivante, elle va poster justement un cliché sur Instagram d'elle en pyjama, pas maquillée. Bon, j'avoue, elle n'est pas à son avantage, mais c'est fait exprès. Voilà ce qu'elle dit dans le message sous la photo. Cette personne, au petit matin du 1er novembre 2017, est une version méconnaissable de moi-même. J'avais tellement de choses à débloquer et à explorer. Je savais à ce moment que je me permettrais de reprendre ma lumière, de remporter la victoire sur ma bataille interne de respect de soi et de braver ce monde avec une clarté perçante. Pour ce faire, je devais arrêter de boire de l'alcool. J'étais épuisée. Je voulais ressentir la douleur pour pouvoir la porter comme un insigne d'honneur. Je voulais vivre comme un leader et briser les cycles pour avancer. Ne jamais regarder en arrière avec regret et remords sur les choix que j'ai faits et que je ferai pour le reste de mon temps ici dans ce monde magnifique. Je ne peux pas croire que cela fait 4 ans. On dirait peut-être 2. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a tellement de stigmatisation autour du mot alcoolisme ou de l'étiquette d'alcoolique. Le vrai travail qui devait être fait dans ma vie était d'accepter l'échec, la douleur, la cassure et l'auto-sabotage. La consommation d'alcool n'était pas le problème. Je l'étais. Je ne m'aimais pas, je ne respectais pas mon propre pouvoir. J'ai accepté les peurs et j'ai accepté les parties de ma vie qui sont simplement tristes. Je possède mon pouvoir personnel avec un courage émouvant. Je suis follement honnête et confortablement ouvert. Je suis libre. Un beau message, je trouve, que je tenais à vous lire avec ses propres mots. Donc depuis, elle est sobre. Apparemment, même si on arrive à ça. Le 8 mai 2022, on va la voir dans une série animée qui a fait la voix. Duncanville. Et là, 2023, on apprend que son père souffre d'un cancer des os. Donc elle a posté des clichés sur Instagram où elle est avec lui. On voit qu'elle le lâche pas, voilà, elle le soutient. Bon, mais ce qui inquiète principalement ses fans, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est donc une vidéo qu'elle a postée sur Instagram. Bon, je vous mets la vidéo. Désolée, je ne mettrai pas les sous-titres parce qu'on s'en fiche, quoi. En fait, ce que les gens remarquent, c'est qu'on dirait qu'elle a du mal à parler. Je dirais pas qu'elle bafouille, mais ouais, je sais pas, dans l'élocution, les gens ne sont pas convaincus. Donc, je vous montre la vidéo. Hi, I'm Jessica Simpson and welcome to my daughter Birdie's room, designed by Pottery Barn Kids and a little bit of me. This really, to me, is Birdie's personality. Thank you everyone for checking out the adorable room of Birdie Mae Johnson. Il y a ça combiné au fait que les gens la trouvent très maigre. Alors, je sais que certains diront on s'en fout de son poids, elle fait ce qu'elle veut. Oui, sauf que Jessica en parle depuis très longtemps. Le fait qu'elle soit quand elle était plus jeune, très mince, c'était pas naturel. Elle se tuait au régime, elle prenait des pilules pour maigrir, plein de choses, c'était pas dans sa nature. Sa nature, c'est beaucoup plus voluptueuse. Il lui a fallu donc des années jusqu'à ce qu'elle accepte que son corps était comme ça, qu'elle en soit fière. Donc là, forcément, de l'avoir si amaigrie, en sachant justement tout ce qu'elle a toujours dit et tous les combats qu'elle a menés par rapport à son poids. Les gens commencent à soupçonner qu'elle a recommencé. Je pense pas qu'elle a recommencé à boire parce que l'alcool fait grossir, c'est bien connu, mais qu'elle soit retombée dans ses travers par rapport au poids, donc qu'elle reprenne des coupes-fins, etc. Franchement, je sais pas. Selon elle, elle va très bien. Voilà, en tous les cas, je vous partage la dernière inquiétude de ses fans. Voilà les amis, écoutez, on va se laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.